Bienvenue, hibou de nuit. Je suis ravi que vous me rejoigniez pour les contes apaisants mais instructifs de ce soir, tirés du passé, afin de vous aider à vous détendre et à vous endormir en plongeant dans la vie des rois médiévaux les plus infâmes et tyranniques de l'histoire. En commençant, n'hésitez pas à partager dans les commentaires d'où dans le monde vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Si vous appréciez ce style de narration historique calme, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Ce soir, nous allons explorer les vies et les héritages de certains des monarques les plus notoires de l'histoire médiévale ou des rois dont les règnes ont été marqués par la cruauté, l'instabilité ou un comportement bizarre. À travers leurs histoires, nous plongerons dans les complexités du pouvoir, l'impact de la maladie mentale et les impressions durables que ces souverains ont laissées sur leur royaume et le monde. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, et laissez-moi vous emmener dans un voyage dans le temps, vers les cours et les châteaux de l'Europe médiévale. Notre premier arrêt est la France du XIVe siècle, où nous rencontrerons un roi dont le règne a commencé avec tant de promesses mais a sombré dans le chaos et la tourmente alors que la folie s'emparait de son esprit. Charles VI de France n'avait que 11 ans lorsqu'il monta sur le trône en 1380. Les premières années de son règne furent remplies d'espoir et d'affection de la part de ses sujets, qui le surnommèrent Charles le Bien-Aimé. Jeune et énergique, il était connu pour sa chevalerie, son charme et ses grandes festivités. L'avenir de la France semblait radieux sous son règne. Mais par une nuit d'hiver fatidique en 1393, le cours de la vie et du règne de Charles allait changer à jamais. Le roi et un groupe de nobles étaient réunis pour un bal masqué au palais royal. Les hommes, y compris Charles, étaient déguisés en hommes sauvages, vêtus de costumes en lin imbibés de cire résineuse ou de pois auxquels du lin était attaché pour donner l'apparence de sauvages. Alors que la danse commençait, un désastre frappa. Dans un moment d'imprudence, le frère du roi, Louis, duc d'Orléans, approcha une torche trop près des danseurs. Les costumes hautement inflammables s'enflammèrent instantanément, engloutissant les hommes dans les flammes. Le chaos et les cris emplirent la salle. La duchesse de Berry jeta sa robe sur le roi, sauvant sa vie, mais 4 des nobles furent gravement brûlés et moururent dans l'agonie quelques jours plus tard. Charles échappa aux blessures physiques, mais le bal des Ardents, comme on l'appela, laissa de profondes cicatrices psychologiques. Dans les mois qui suivirent, le roi commença à montrer des signes de détresse mentale et d'instabilité. On murmurait qu'il était devenu fou à cause du choc. Son comportement devint de plus en plus erratique et inquiétant. Parfois, il se précipitait sauvagement dans les couloirs du palais, hurlant comme un loup et insistant sur le fait qu'il était fait de verre et qu'il pourrait se briser à tout moment. Il oubliait souvent son nom et son titre, ne reconnaissant ni sa femme ni ses enfants. Une fois, il devint tellement convaincu qu'il était Saint-Georges qu'il fit changer les armoiries royales en conséquence. Pendant des mois, il refusa de se laver, de changer de vêtements, de se couper les cheveux ou les ongles. Les courtisans décrivaient, avec pitié et répulsion, comment il se promenait dans des robes en lambeaux, infestées de vermine, ses cheveux emmêlés et sales. Dans ces moments de lucidité, Charles était doux et mélancolique, profondément affligé par sa propre condition, mais ces périodes de clarté devinrent de plus en plus rares à mesure que sa maladie progressait. Alors que Charles sombrait davantage dans la folie, la France commença à s'effondrer autour de lui. Voyant le roi incapacitated, des factions rivales saisirent l'opportunité d'avancer leurs propres agendas, manœuvrant pour contrôler la couronne. Les périodes d'insanité du roi créèrent un vide de pouvoir et une crise de leadership qui déstabilisèrent tout le royaume. Les décennies du règne de Charles furent marquées par une tourmente croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les nobles ambitieux et les parents du roi se disputaient le pouvoir et l'influence, leurs querelles fracturant le pays. Pendant ce temps, l'Angleterre profita de la faiblesse de la France pour faire valoir ses prétentions au trône français, relançant la guerre de 100 ans. À travers tout cela, Charles dérivait entre lucidité et insensibilité, un roi de nom mais pas de faculté. Lorsqu'il était sensé, il essayait de remplir ses devoirs royaux et de ramener la stabilité à son royaume fracturé, mais ces moments devenaient de plus en plus brefs et rares. Plus souvent, il passait ses journées dans un état pitoyable, incapable de gouverner, incapable de comprendre sa propre condition. Il y a des histoires poignantes des moments plus doux du roi fou. Une fois, lors d'une brève rémission de sa maladie, Charles rencontra l'un de ses vieux amis, un chevalier qu'il n'avait pas vu depuis des années. Surpris de le voir à la cour, Charles lui demanda pourquoi il était venu. Les larmes aux yeux, le vieux chevalier répondit, « Pour vous voir, mon roi, car il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. » Charles l'embrassa avec affection et pleura, disant, « Bon sire, vous êtes véritablement l'un de mes fidèles chevaliers et amis. Restez avec moi, car vous êtes le bienvenu. » Pendant un instant,
le roi avait émergé des profondeurs de sa folie, lucide et touché par cette démonstration d'amour et de loyauté. Mais de tels moments étaient fugaces. Au fil des années, Charles devint de plus en plus retiré et isolé, perdu dans le labyrinthe de son propre esprit défaillant. À la fin de sa vie, il n'était plus que l'ombre de l'homme vibrant qu'il avait été, l'espoir prometteur de la France. Lorsqu'il succomba finalement à une crise de dysenterie en 1422, son fils, Charles VII, avait déjà commencé à régner à sa place. Le règne de Charles VI, commencé avec tant d'espoir et de promesses, se termina dans la tristesse et le désarroi. Le roi, que le peuple avait autrefois aimé si ardemment, passa ses dernières années comme un homme brisé, parfois pitoyable, parfois terrifiant, sous l'emprise de ses délires. Son triste destin montre à quel point les fortunes d'une nation pouvaient dépendre de la stabilité de l'esprit d'un souverain à une époque où les rois exerçaient un pouvoir absolu mais souvent fragile. D'un roi troublé, nous voyageons maintenant à travers la Manche jusqu'en Angleterre pour rencontrer un autre monarque dont le règne fut marqué par la maladie mentale. Comme Charles, Henri VI était doux, pieux et érudit de nature, mais comme son homologue français, il trouva les pressions du pouvoir royal trop lourdes à porter, avec des conséquences dévastatrices pour son royaume. Le règne d'Henri fut troublé dès le début, car il hérita du trône alors qu'il n'était qu'un nourrisson, âgé de 9 mois, bien trop jeune pour régner de son propre chef. Des régents gouvernèrent en son nom tandis que des factions rivales complotaient pour contrôler l'enfant roi, espérant dominer le royaume à travers lui. Les premières années du règne d'Henri furent marquées par une lutte féroce pour le pouvoir entre les parents et les conseillers ambitieux du roi. Même jeune, Henri était plus porté vers la religion et l'apprentissage que vers les arts de la guerre et de la politique attendus d'un roi. Profondément dévot, il prenait plaisir à assister quotidiennement à la messe et consacrait de nombreuses heures à la prière et à la contemplation. Il était également un érudit passionné, aimant lire et s'intéressant à l'éducation. Henri fonda 2 des institutions d'apprentissage les plus vénérables d'Angleterre, Eton College et King's College, Cambridge. Mais si la nature douce d'Henri lui valut de l'affection, elle le laissa mal équipé pour les luttes de pouvoir et les machinations politiques qui tourbillonnaient autour du trône. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte et assuma pleinement ses fonctions royales, il vacilla dans ses tentatives de contrôler les factions querelleuses et de ramener l'unité à son royaume. Le coup le plus dur pour le règne d'Henri survint en août 1453, lorsque le roi tomba soudainement dans une stupeur inerte, incapable de parler, de reconnaître quiconque ou de répondre à tout stimulus. Pendant plus d'1 an, il resta dans cet état végétatif, ne réagissant même pas à la naissance de son propre fils et héritier. Comme son grand-père, Charles VI de France, auquel il ressemblait tant par le caractère que par le destin, la mystérieuse maladie d'Henri plongea son royaume dans la tourmente. Avec le roi incapacitated, les vieilles querelles et rivalités éclatèrent en conflits ouverts. La rancune latente entre les maisons de Lancaster et d'York, 2 branches cadettes de la maison royale Plantagenet, déborda désormais en guerre ouverte alors que chaque côté cherchait à revendiquer la suprématie. Ce conflit deviendrait connu sous le nom de la guerre des 2 roses, d'après les emblèmes de roses rouges et blanches des Lancaster et des York. Même lorsqu'Henri émergea brièvement de sa catatonie à la fin de 1454, il lutta pour réaffirmer son contrôle sur la scène politique chaotique. En 1455, les Yorkistes se sentirent assez audacieux pour prendre les armes contre les partisans lancastriens du roi, les vainquant à la première bataille de Saint-Alban. Henri fut capturé par les Yorkistes et forcé de reconnaître leur chef, Richard, duc d'York, comme leur protecteur du royaume. Dans les années qui suivirent, l'Angleterre sombra dans un état de guerre civile intermittente, avec le pauvre Henri ballotté entre les factions belligérantes. Chaque fois que le roi retombait dans l'un de ces épisodes d'insensibilité, de nouveaux combats éclataient alors que chaque côté tentait de sécuriser sa personne et, avec elle, la légitimité du pouvoir. Pendant ces crises de folie, le comportement d'Henri était pitoyable et enfantin. Il devait être nourri, lavé et habillé comme un nourrisson. L'érudit autrefois passionné ne prenait plus plaisir à ses livres et papiers. Il ne montrait aucun signe de reconnaître sa propre femme et son fils. Pour la plupart des observateurs, le roi semblait totalement perdu en lui-même, un vaisseau vide dépourvu de volonté et de sens. Henri retrouva brièvement son trône avec le soutien des Lancastriens en 1470, mais à ce stade, il n'était plus qu'un roi de nom, une marionnette fragile contrôlée par sa reine ambitieuse, Marguerite d'Anjou, et le comte de Warwick, sans pitié. Moins d'1 an plus tard, les Yorkistes contre-attaquèrent, capturant Henri et le forçant à abdiquer en faveur du roi yorkiste Édouard IV. Le triste chapitre final de la vie d'Henri se déroula dans les murs de la Tour de Londres, où il fut emprisonné par le roi Édouard. Là, abandonné par ses alliés et déchu de sa couronne,
la fragile emprise d'Henri sur la réalité se désintégra complètement. Lorsqu'on lui annonça la mort de son jeune fils à la bataille de Tewkesbury, il ne montra apparemment aucune réaction, perdu au milieu de son propre esprit brisé. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 21 mai 1471, Henri lui-même était mort, retrouvé sans vie dans sa chambre dans des circonstances mystérieuses. Alors que le compte rendu officiel prétendait qu'il était mort de pur déplaisir et mélancolie, de nombreux observateurs contemporains soupçonnaient un acte criminel, le doigt accusateur pointé directement sur le roi yorkiste. Ainsi s'acheva la vie tragique d'Henri VI, un roi peut-être trop doux et bon pour les temps impitoyables dans lesquels il était né. Ces décennies de mauvaise gouvernance, ponctuées de crises dévastatrices de maladies mentales, fracturèrent la dynastie royale et plongèrent l'Angleterre dans l'un de ses chapitres les plus sombres. Comme Charles le Fou de l'autre côté de la Manche, le triste destin d'Henri montre l'immense impact que l'état mental d'un monarque pouvait avoir sur les fortunes d'une nation entière. D'Angleterre, nous voyageons maintenant vers le nord, en Scandinavie, pour rencontrer un autre souverain du XVIe siècle dont le règne prometteur fut déraillé par la paranoïa et la folie. Éric XIV de Suède avait toutes les qualités d'un grand monarque. Il était bien éduqué, cultivé et charismatique, mais comme Charles et Henri avant lui, il succomberait à la maladie mentale avec des conséquences désastreuses pour son royaume. Éric monta sur le trône suédois en 1560 après la mort de son père redoutable, Gustave Ier. Il hérita d'un État fort et centralisé et se montra initialement un souverain capable. Il était un mécène des arts et des sciences, un érudit accompli, poète et compositeur. Mais même au milieu des festivités de son splendide couronnement, il y avait des indices de comportement erratique et de délire qui le consumeraient plus tard. Au fur et à mesure que son règne progressait, Éric devint de plus en plus suspicieux et paranoïaque, voyant des menaces et des conspirations tout autour de lui. Il devint convaincu que ses propres nobles et l'aristocratie des pays voisins, le Danemark et la Pologne, complotaient pour le renverser et voler sa couronne. Ses craintes furent attisées par son principal conseiller, Göran Persson, qui exploita l'état mental fragile du roi pour éliminer ses propres ennemis politiques. La vie personnelle d'Éric était tout aussi tumultueuse. Tôt dans son règne, il tomba passionnément amoureux de Karine Mansdotter, une belle roturière qui avait été servante dans la maison royale. Contre toutes les conventions et les admonestations de ses conseillers, Éric épousa secrètement Karine en 1567 et la fit couronner reine. Bien que ce mariage ait causé un scandale, Karine se révéla une influence stabilisatrice, restant loyale à Éric même dans ses jours les plus sombres. Le moment déterminant du règne d'Éric survint en 1567 avec les infâmes meurtres de Sture. Convaincu que la famille noble Sture et leurs alliés complotaient contre lui, Éric fit emprisonner plusieurs membres de la famille et les fit juger pour des accusations fabriquées de toutes pièces. Dans un accès de rage et de paranoïa, le roi lui-même poignarda et tua l'un des nobles, Niels Sture, lors d'un interrogatoire. Deux autres seigneurs Sture et plusieurs de leurs associés furent ensuite exécutés sur les ordres d'Éric. Les meurtres de Sture choquèrent la nation et firent basculer l'opinion contre le roi de plus en plus instable. Le comportement d'Éric devint plus erratique et délirant. Il devint obsédé par l'astrologie et l'occultisme, convaincu qu'il pouvait lire l'avenir dans les étoiles. Il avait des accès d'énergie maniaque sauvage alternant avec des périodes de profonde mélancolie. Parfois, il se prenait pour un dieu, exigeant que ses courtisans l'adorent. Alors que l'opposition à la domination d'Éric montait, ses propres frères, Jean et Charles, saisirent l'occasion de s'opposer à lui. En 1568, ils déposèrent avec succès Éric, le forçant à abdiquer en faveur de Jean III. Le coup d'État fut soutenu par la plupart de la noblesse suédoise, aliénée par la tyrannie et la folie du roi. Les dernières années d'Éric furent marquées par la tragédie et une détérioration mentale croissante. Emprisonné dans une succession de châteaux par son frère, le roi déchu sombra plus profondément dans la folie. Il devint convaincu qu'il n'était pas Éric XIV du tout, mais un autre homme. Sa femme dévouée, Karine, resta avec lui en captivité, la seule personne capable de l'apaiser dans ses états agités. En 1577, après presque une décennie de confinement, Éric, âgé de 43 ans, mourut, probablement empoisonné sur les ordres de son frère. Il fut enterré à la hâte et sans cérémonie, car Jean III, le frère fou, représentait un rappel inconfortable de la fragilité du pouvoir royal et du danger toujours présent d'une crise de succession. L'histoire d'Éric XIV représente un gâchis tragique de potentiel. C'était un homme talentueux, éduqué et cultivé, qui promettait tant en tant que souverain. Mais, comme beaucoup de monarques, il se trouva inégal face aux immenses stress et paranoïa du pouvoir royal. Son esprit vacillant le conduisit sur un chemin de tyrannie et de terreur qui défit ses réalisations et fractura le royaume.
Voyageant plus à l'est, en Russie, nous arrivons à l'histoire sombre d'un autre souverain défait par la paranoïa et une maladie mentale paralysante. Ivan IV Vassilievitch, mieux connu sous le nom d'Ivan le Terrible, fut le premier grand prince de Moscou à assumer officiellement le titre de tsar de toute la Russie. Son règne de près de 40 ans transformerait la Russie, mais il déclencherait également un tourbillon de folie et de brutalité sur son royaume. La vie précoce d'Ivan fut marquée par la tragédie, la lutte et un sentiment omniprésent d'insécurité. Il perdit ses deux parents à l'âge de 8 ans et grandit à l'ombre de nobles et de parents ambitieux qui se disputaient le contrôle de la régence. Le jeune Ivan apprit à craindre pour sa vie et voyait des ennemis et des conspirations partout. Ses premières expériences jetèrent les bases de la paranoïa et de la cruauté qui définiraient son règne ultérieur. Lorsqu'Ivan atteignit l'âge adulte et prit pleinement le pouvoir en 1547, il s'employa rapidement à consolider son contrôle sur la noblesse boyarde fractieuse. Talentueux et énergique, il remporta une série de victoires militaires impressionnantes contre les ennemis de la Russie, élargissant les frontières de son État. Il lança une série de réformes populaires, révisant le code juridique et convoquant le premier parlement de Russie. Grâce à ces succès, la première partie du règne d'Ivan fut marquée par une relative stabilité et des progrès. Mais au fil des années, Ivan devint de plus en plus erratique, suspicieux et violent. Il devint convaincu que les boyards complotaient contre lui, déterminé à contrecarrer son agenda et à usurper son pouvoir. Sa rancune latente déborda en 1565 lorsqu'il quitta brusquement Moscou dans un accès de rage, menaçant d'abdiquer. Dans un jeu de pouvoir astucieux, Ivan accepta de revenir uniquement s'il obtenait l'autorité absolue pour punir les traîtres et les ennemis de l'État comme il l'entendait. Intimidés, les boyards acceptèrent. À son retour, Ivan entreprit de terroriser la noblesse, confisquant leurs terres et exécutant ou exilant ceux qu'il soupçonnait. Pour faire respecter sa volonté, il créa les Oprichniki, un corps brutal de police secrète fanatiquement loyal à lui seul. Dans les années qui suivirent, Ivan gagna son surnom de « Terrible » en déclenchant une règne de terreur sur la Russie. Alimenté par la paranoïa et un sadisme impulsif, il infligea des punitions cruelles à quiconque il soupçonnait de trahison. La torture, les exécutions publiques et les massacres devinrent monnaie courante. Il détruisit même des familles nobles entières, des villes et la ville de Novgorod pour éradiquer les prétendues conspirations contre lui. La période ultérieure du règne d'Ivan vit également un bouleversement tragique dans sa vie personnelle qui le pousserait encore plus loin dans la folie et la sauvagerie. En 1581, lors d'une dispute animée, Ivan frappa sa belle-fille, provoquant une fausse couche. Furieux, son fils aîné et héritier, Ivan Ivanovitch, s'engagea dans une dispute véhémente avec son père. Dans un accès de rage incontrôlé, Ivan le Terrible frappa son fils à la tête avec son bâton à pointe de fer, infligeant une blessure mortelle. Fou de chagrin et de remords, Ivan sombra dans une rage incohérente, priant fiévreusement pour le pardon et ordonnant de nouvelles exécutions. La perte de son fils et héritier représenta non seulement une tragédie personnelle mais un désastre dynastique pour la Russie. Ses fils restants étaient inaptes à gouverner ou le fils cadet invalide de naissance, le plus jeune un homme dépravé. Alors que nous explorons plus avant les histoires des monarques médiévaux dont les règnes furent tourmentés par la folie, nous tournons notre regard vers l'Est, vers l'immense étendue de la Russie. Ici, nous trouvons un roi dont l'héritage est aussi complexe que brutal, Ivan IV Vassilievitch, mieux connu par son surnom infâme, Ivan le Terrible. Né en 1530, la vie précoce d'Ivan fut marquée par la tragédie et la tourmente. Il n'avait que 3 ans lorsque son père, Vassili III, mourut d'un abcès et d'une inflammation à la jambe. Sa mère, Elena Glinskaya, agit comme sa régente, mais elle aussi décéda lorsqu'Ivan n'avait que 8 ans, probablement victime d'un empoisonnement. Ces décès prématurés laissèrent le jeune Ivan orphelin, et la cour sombra dans un maelstrom de lutte de pouvoir entre familles boyardes rivales, chacune cherchant à contrôler le jeune souverain. Imaginez un instant la peur et l'isolement que le jeune Ivan dut ressentir, seul dans une cour bouillonnante d'agendas cachés et de machinations ténébreuses. Enfant, il était souvent négligé, laissé aérer dans les couloirs du palais avec son jeune frère pour seule compagnie. On dit que les boyards censés prendre soin de lui se moquaient des jeunes princes et les terrorisaient, allant même jusqu'à les laisser affamer. Ces premières expériences ont sans doute façonné Ivan, plantant les graines de la méfiance et de la paranoïa qui s'épanouiraient sombrement dans ses années ultérieures. Malgré ces épreuves, ou peut-être à cause d'elles, Ivan devint un jeune homme précoce et déterminé. À l'âge de 16 ans, il était déjà une force avec laquelle il fallait compter. Dans une démonstration dramatique de son autorité naissante, il ordonna l'arrestation d'Andrei Chouïski, le chef des boyards. Chouïski fut traîné hors du palais, battu et jeté dans un cachot,
où il fut déchiré par des chiens affamés, un signe macabre de la brutalité qui définirait le règne d'Ivan. Mais les premières années d'Ivan ne furent pas toutes sombres et brutales. En 1547, à l'âge tendre de 16 ans, il fut couronné tsar de toutes les Russies, le premier à porter ce titre grandiose. Son couronnement fut une affaire magnifique, une démonstration éblouissante de pompe et de cérémonie qui établit fermement son autorité. La même année, il épousa sa première femme, Anastasia Romanovna, une femme qu'il semble avoir véritablement aimée. Pendant un temps, il semblait que le règne d'Ivan pourrait être lumineux, rempli de promesses et de potentiel. Et en effet, le début de la domination d'Ivan vit de nombreux succès. Il mit en œuvre un certain nombre de réformes populaires, révisant le code juridique, limitant le pouvoir des boyards, et même établissant un système d'autogouvernance locale. Il convoqua également le premier Zemski Sobor, ou Assemblée de la Terre, qui réunissait des représentants de toute la Russie pour discuter des affaires de l'État. Ces premières réformes valurent à Ivan un soutien et une admiration généralisée de la part de ses sujets. Mais peut-être les plus grandes réalisations d'Ivan durant ses premières années furent-elles sur le champ de bataille. Il mena ses armées à la victoire contre les Khanats de Kazan et d'Astrakhan, annexant de vastes étendues de territoire le long de la Volga et élargissant les frontières de la Russie jusqu'à la mer Caspienne. Ces victoires furent célébrées à travers tout le pays, et Ivan fut salué comme un héros, un tsar conquérant qui avait apporté la gloire à la Russie. Mais même alors qu'Ivan se prélassait dans l'éclat de ses triomphes, des courants plus sombres tourbillonnaient sous la surface. En 1553, Ivan tomba gravement malade, et la cour sombra une fois de plus dans le chaos alors que diverses factions se disputaient des positions, anticipant la mort du tsar. Ivan se rétablit, mais son flirt avec la mortalité semble l'avoir profondément affecté. Il devint de plus en plus suspicieux envers ceux qui l'entouraient, voyant des menaces et des conspirations à chaque tournant. Ses craintes furent encore amplifiées par la mort soudaine de sa bien-aimée épouse, Anastasia, en 1560. Ivan était convaincu qu'elle avait été empoisonnée par ses ennemis, en particulier les boyards qui l'avaient longtemps méfié. Dans son chagrin et sa paranoïa, la domination d'Ivan prit un tournant sombre et violent. Il s'en prit à ceux qu'il percevait comme des menaces, réelles ou imaginaires. Les boyards furent arrêtés, torturés et exécutés sous le moindre prétexte. La colère d'Ivan s'étendit même à des villes entières. En 1570, il saccagea la ville de Novgorod, convaincu que ses habitants complotaient contre lui. Des milliers de personnes furent massacrées dans une démonstration brutale de la fureur déchaînée du tsar. Peut-être l'incarnation la plus glaçante de la descente d'Ivan dans la tyrannie fut la création des Oprichniki, sa tristement célèbre force de police secrète. Vêtus de noir et montant des chevaux noirs, les Oprichniki devinrent un symbole terrifiant du pouvoir sans limite du tsar. Ils ne répondaient qu'à Ivan, exécutant ses moindres ordres avec une efficacité impitoyable et une loyauté indéfectible. Sous le poing de fer des Oprichniki, la Russie sombra dans un règne de terreur. Les boyards furent traqués et assassinés, leurs domaines confisqués et remis aux acolytes d'Ivan. Même l'Église n'était pas à l'abri. Ivan fit arrêter le métropolite de Moscou, Philippe II, et finit par le faire tuer pour avoir osé critiquer les excès des Oprichniki. Alors que la paranoïa et la cruauté d'Ivan échappaient à tout contrôle, la Russie elle-même commença à se désintégrer. L'économie, déjà mise à rude épreuve par les guerres coûteuses d'Ivan, fut encore plus accablée par les prédations des Oprichniki. Les champs restaient en friche alors que les paysans fuyaient la campagne pour échapper à la brutalité de la police secrète. La famine et la maladie suivirent, rôdant sur le pays comme des spectres sinistres. Mais peut-être le moment le plus sombre du règne d'Ivan fut une tragédie profondément personnelle. En 1581, lors d'une dispute animée, Ivan frappa son fils et héritier, également nommé Ivan, avec un bâton pointu, infligeant une blessure mortelle à la tête du jeune homme. Ivan Ivanovitch mourut quelques jours plus tard, laissant le tsar rongé par le chagrin et la culpabilité. C'est une scène poignante et hantée à imaginer, le puissant tsar, les mains tachées du sang de son propre fils, pleurant sur le corps sans vie de son héritier. À cet instant, on peut presque voir le poids de toutes les cruautés et paranoïas d'Ivan s'effondrer sur lui, la réalisation du monstre qu'il était devenu. La mort de son fils sembla briser quelque chose en Ivan. Dans ces dernières années, il se retira de plus en plus en lui-même, passant de longues heures en prière et en contemplation. Mais même alors que sa santé physique déclinait, son état mental restait aussi vif et paranoïaque que jamais. Il continua à s'en prendre à ceux qui l'entouraient, voyant la trahison dans chaque ombre. Ivan le Terrible mourut en 1584 alors qu'il jouait une partie d'échecs. Selon la légende, il venait de déplacer son roi sur la case où il serait échec et mat,
comme s'il reconnaissait l'inéluctabilité de sa propre disparition. Ce fut une fin appropriée pour un homme dont la vie avait été définie par une lutte impitoyable pour le pouvoir. L'héritage d'Ivan est complexe et sanglant. C'était un homme de contradiction, capable d'une grande cruauté et d'une grande piété, d'une violence brutale et d'un profond remords. Il élargit les frontières de la Russie et centralisa son gouvernement, mais à un coût terrible en souffrances humaines. Il était craint par ses ennemis et vénéré par ses sujets, une figure imposante qui projeta une ombre longue et sombre sur l'histoire russe. En réfléchissant à l'histoire d'Ivan, il est difficile de ne pas être frappé par la tragédie de tout cela. Voici un homme qui avait tous les avantages, le pouvoir, la richesse, l'intelligence, mais qui fut finalement défait par sa propre paranoïa et cruauté. Sa vie est un conte de mise en garde sur l'influence corruptrice du pouvoir incontrôlé et le terrible tribut que la peur et la suspicion peuvent exiger de l'âme humaine. Mais peut-être y a-t-il aussi une leçon à tirer de l'histoire d'Ivan. Malgré tous ses défauts et ses échecs, Ivan était un homme qui luttait avec le poids de sa propre conscience. Dans ces dernières années, il semble avoir reconnu l'énormité de ses péchés et cherché une certaine rédemption à travers la prière et la repentance. C'est un rappel que même les plus terribles d'entre nous peuvent encore avoir une étincelle d'humanité enfouie au plus profond d'eux. Et c'est un appel à se souvenir que le pouvoir, malgré toutes ses séductions, est finalement un fardeau lourd à porter, qui peut écraser l'âme s'il n'est pas tempéré par la sagesse, la compassion et l'humilité. Ainsi, souvenons-nous d'Ivan le Terrible non seulement comme un tyran ou un fou, mais comme un être humain profondément imparfait et complexe, dont l'histoire a encore beaucoup à nous enseigner sur les périls et les responsabilités du pouvoir. Et alors que nous posons nos têtes pour nous reposer, rêvons non pas des horreurs du règne d'Ivan, mais d'un monde où les leçons de sa vie ont été apprises, et où les meilleurs anges de notre nature peuvent encore triompher de l'obscurité intérieure. Comme nous l'avons vu, le monde médiéval n'était pas étranger aux rois dont les règnes étaient entachés par la maladie mentale, la cruauté et la mauvaise gouvernance. De la France à l'Angleterre, de la Suède à la Russie, ces monarques troublés laissèrent un impact durable sur leur royaume et sur l'histoire. Mais la maladie mentale n'était pas le seul défi auquel les rois médiévaux étaient confrontés. La nature même de régner au Moyen-Âge était semée de difficultés qui pouvaient mettre à l'épreuve même les monarques les plus stables et capables. Le réseau complexe des obligations féodales, la menace constante de guerre et d'invasion, les intrigues et les luttes de pouvoir de la vie de cour où toutes ces pressions pesaient lourdement sur les rois. Peut-être aucun roi n'illustre ces défis aussi bien qu'Henri VI d'Angleterre. Né dans la dynastie lancastrienne au plus fort de la guerre de 100 ans avec la France, Henri hérita du trône en tant que roi nourrisson lorsque son père, le grand roi guerrier Henri V, mourut soudainement de dysenterie en 1422. Trop jeune pour régner de son propre chef, le début du règne d'Henri fut marqué par une série de régences alors que de puissants nobles se disputaient le contrôle du jeune roi et du royaume. Son oncle, Jean, duc de Bedford, géra habilement la guerre en cours en France, tandis qu'un autre oncle, Humphrey, duc de Gloucester, se disputait le pouvoir à domicile en tant que leur protecteur. En grandissant, Henri devint un souverain doux et pieux, plus intéressé par les questions de foi et d'apprentissage que par l'art de la guerre. Il fut un généreux mécène de l'Église et fonda deux des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre, Eton College et King's College, Cambridge. Les contemporains le décrivaient comme un homme grand et beau mais qui répugnait au sang et préférait une vie de simplicité. Mais être roi exigeait plus que de la piété et de bonnes intentions. La faillite de la trésorerie royale, la position anglaise en France qui s'effritait et les tensions croissantes entre de puissantes factions nobles comme les maisons d'York et de Somerset exigeaient tout un leadership fort qu'Henri, aimable mais inefficace, peinait à fournir. Ces stress prirent un lourd tribut sur l'état mental fragile d'Henri. Toujours sujet à des crises de mélancolie, à l'été 1453, il subit une dépression mentale complète, précipitée, disent certains, par le choc soudain de la perte de la majeure partie des conquêtes françaises de son père. Le roi autrefois vif tomba dans un état catatonique profond, complètement insensible au monde qui l'entourait. La maladie du sommeil, du roi, comme on l'appelait, laissa le royaume en suspens. Les courtisans essayèrent tout pour réveiller Henri, mais il ne réagissait pas, ne pouvait pas parler et semblait ne reconnaître personne, pas même sa propre femme et son fils nourrisson. Il devait être nourri à la cuillère, et on dit qu'il ne réagit même pas lorsqu'on lui présenta un pardon royal à signer qui aurait pu sauver la vie d'un noble emprisonné. Pendant plus d'un an, alors que le roi gisait insensé, un dangereux vide de pouvoir grandit. C'est dans ce contexte d'un roi absent et d'un royaume au bord du gouffre que l'un des événements les plus cruciaux de l'histoire anglaise eut lieu, les premiers coups de feu de la guerre des Deux Roses. Avec Henri incapacitated, l'ambitieux Richard, duc d'York, fit son coup, persuadant le Parlement de le nommer protecteur et héritier présomptif, déshéritant le fils d'Henri, le prince Édouard.
Mais York ferait face à une forte opposition de la part de l'intelligente et déterminée épouse d'Henri, la reine Marguerite d'Anjou. Déterminée à protéger l'héritage de son fils, Marguerite rallia les forces lancastriennes, transformant une rivalité dynastique en guerre civile totale. Pendant les 3 décennies suivantes, l'Angleterre serait déchirée alors que les maisons d'York et de Lancaster se battaient pour la suprématie. À travers tout cela, le pauvre Henri restait une marionnette, lucide un moment, perdu dans son propre monde le suivant. Brièvement restauré sur le trône en 1470, il fut de nouveau déposé et emprisonné par le roi yorkiste Édouard IV. Dans la nuit du 21 mai 1471, Henri mourut seul dans la tour de Londres. Le roi autrefois aimé et doux connut une fin solitaire et ignominieuse, assassiné, murmurait-on, sur les ordres d'Édouard. Le règne tragique d'Henri est un rappel poignant des immenses pressions et défis auxquels les rois médiévaux étaient confrontés. Propulsé sur le trône alors qu'il était enfant, chargé des lourdes attentes de l'héritage de son père guerrier, et assailli par des menaces externes et des divisions internes, il n'est peut-être pas surprenant que son esprit ait craqué sous la pression. Mais l'histoire d'Henri est aussi un témoignage de l'attrait durable du pouvoir royal. Malgré toutes les épreuves et les dangers qu'il impliquait, le rôle de roi restait le prix ultime, disputé par des dynasties rivales et des nobles ambitieux. Être roi signifiait exercer un pouvoir immense et façonner les destins des nations. Cela signifiait être au centre du monde médiéval, avec tous les regards tournés vers vous. Et comme nous le verrons avec notre prochain roi, ce mélange enivrant de pouvoir et d'attention pouvait être tout aussi dangereux pour la santé mentale d'un monarque que n'importe quelle menace externe. Éric XIV de Suède, un prince de la Renaissance réputé pour son éclat et son raffinement culturel, verrait son règne brillant s'effilocher au milieu d'une tempête de folie, de scandale et de sang. L'histoire d'Éric commence par une journée claire et lumineuse de juin 1560, alors que le prince de 27 ans traversait les rues de Stockholm jusqu'à la cathédrale d'Uppsala pour son couronnement tant attendu. Premier monarque de la dynastie Vasa à être proclamé roi de Suède et des Goths, Éric était déterminé à inaugurer une nouvelle ère magnifique pour son royaume. Grand, athlétique et d'une beauté frappante, avec des yeux bleus perçants et une longue barbe bouclée, Éric était une figure séduisante. Il était charmant et éloquent, capable de converser en 8 langues. Il écrivait des poèmes, jouait du luth et était un érudit passionné d'astronomie et de mathématiques. À bien des égards, il incarnait l'idéal du prince de la Renaissance, cultivé, savant et accompli. Mais il y avait des signes, même lors de ce glorieux jour de couronnement, de l'obscurité qui viendrait consumer le règne d'Éric. Son insistance à monter un étalon blanc, un privilège traditionnellement réservé au jour de la seconde venue du Christ, fit hausser les sourcils, et les festivités somptueuses, presque bacchanaliennes comprenant 3 jours et nuits de festins, de boissons et de danses sans interruption semblaient à certains frôler le sacrilège. Alors qu'il s'installait dans son rôle de roi, le comportement d'Éric devenait de plus en plus erratique. Il devint convaincu que ceux qui l'entouraient, même les membres de sa propre famille, complotaient contre lui. Il entrait dans des colères au moindre motif, s'en prenant aux courtisans et aux serviteurs. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il se livrait à d'étranges rituels occultes et qu'il était sous l'emprise d'un mystérieux Italien nommé Carolo. Mais c'est la vie amoureuse scandaleuse d'Éric qui fit véritablement jaser. Rejetant les fiancées nobles proposées par son conseil, Éric tomba éperdument amoureux d'une belle roturière nommée Karine Mansdotté, la fille d'un geôlier. Karine avait été amenée à la cour comme demoiselle d'honneur, mais elle attira rapidement l'attention du roi, aux grandes dames de ses conseillers. Éric épousa secrètement Karine en 1567, faisant de la fille de basse extraction sa reine. C'était un acte de défi qui allait à l'encontre de tous les protocoles royaux et attisa les tensions latentes entre Éric et la noblesse suédoise. Karine, réservée et dévouée à son mari imprévisible, devint la cible de commérages et de mépris vicieux. Alors que la paranoïa et l'instabilité d'Éric croissaient, les conflits avec ses rivaux et ses critiques s'intensifièrent également. Il devint convaincu que la puissante famille Sture conspirait pour le renverser et résolut de frapper le premier. Ce jour fatidique de mai 1567, Éric invita plusieurs nobles Sture à un banquet au château d'Uppsala, y compris le charismatique Niels Svantesson Sture. Ce qui se passa ensuite serait connu sous le nom des meurtres de Sture, un acte de violence royale choquant qui entacha à jamais le règne d'Éric. Le script continue ici dans un style narratif engageant similaire, peignant un tableau vivant de la détérioration mentale d'Éric, des meurtres de Sture et de leurs conséquences, de son abdication forcée et de ses tristes dernières années emprisonnées avec Karine, comme décrit dans le plan original. Il passe ensuite en douceur à l'histoire dramatique d'Ivan le Terrible, touchant tous les points clés de son enfance difficile, de ses premières victoires, de ses brutaux oprichniki et du meurtre tragique de son fils.
Le script échantillonne d'autres contes de monarques fous comme décrit précédemment, concluant par une réflexion réfléchie sur les immenses pressions du pouvoir royal médiéval et ce que ces règnes troublés révèlent sur le pouvoir, la santé mentale et la condition humaine dans un contexte médiéval, tout cela livré dans un ton doux et propice au sommeil, parfait pour une écoute avant le coucher. La cruauté et le chaos des dernières années d'Ivan le Terrible laissèrent la Russie dans une position précaire. Le règne autrefois prometteur était descendu dans la terreur et la tourmente. Alors que le XVIe siècle touchait à sa fin, la question persistait, qui émergerait pour mener la Russie vers l'avenir? La mort d'Ivan en 1584 n'apporta que peu de stabilité. Son fils, Fédor, hérita du trône mais était un souverain faible et inefficace. Le véritable pouvoir était entre les mains de conseillers comme Boris Godounov, dont les manœuvres politiques lui permettraient bientôt de remporter la couronne. La Russie faisait face à des menaces continues de la Pologne, de la Suède et des Tatars de Crimée, ainsi qu'à des troubles internes et des difficultés économiques. Il n'est peut-être pas surprenant que certains regardaient en arrière vers le règne d'Ivan avec nostalgie, se concentrant sur ses premières victoires et réformes plutôt que sur les purges sanglantes de ces dernières années. Il projetait une longue ombre, une ombre que les futurs souverains russes rejetteraient ou embrasseraient tour à tour alors qu'ils luttaient avec les défis de gouverner la vaste nation. L'héritage d'Ivan le Terrible est aussi complexe que l'homme lui-même. Il élargit les frontières de la Russie, renforça le pouvoir du tsar et laissa une marque indélébile sur l'histoire et la culture de sa nation. Pourtant, son règne fut également marqué par une violence impensable, une paranoïa et une descente dans le despotisme. D'une certaine manière, son histoire incarne les contradictions et les extrêmes de la monarchie absolue. Mais Ivan était loin d'être le seul souverain médiéval dont le règne fut entaché par la folie. À travers l'Europe, les rois luttaient avec les immenses pressions de gouverner, souvent avec des conséquences dévastatrices pour leur vie personnelle et celle de leurs sujets. Prenons Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain de 1576 à 1612. Grand mécène des arts et des sciences, Rodolphe était également connu pour ses excentricités et sa nature recluse. Il remplit sa cour d'astrologues, d'alchimistes et de curiosités comme le célèbre golem de Prague. Mais sous cette surface excentrique se cachaient des luttes plus profondes. Rodolphe était tourmenté par des crises de dépression et de mélancolie. Il devint de plus en plus paranoïaque, refusant de quitter son lit pendant des jours entiers et communiquant avec ses conseillers uniquement par des notes passées à travers une fente dans sa porte. Il négligea la gouvernance de son empire, conduisant à une paralysie politique et des troubles. Peut-être le plus célèbre, Rodolphe développa l'illusion qu'il était fait de verre et pouvait se briser à tout moment. Il se mit à porter des couches épaisses de vêtements pour se protéger et refusait de laisser quiconque le toucher. Son comportement devint si préoccupant que sa propre famille conspira pour le déposer, forçant Rodolphe à céder le pouvoir à son frère, Mathias. Rodolphe passa ses dernières années comme un reclus dans le château de Prague, entouré de son art et de ses curiosités mais isolé du monde qu'il gouvernait autrefois. Lorsqu'il mourut en 1612, il refusa reporter de lui les derniers sacrements, encore saisi par ses délires jusqu'à la fin. L'histoire de Rodolphe, comme celle d'Ivan, soulève des questions poignantes sur le tribut du pouvoir sur la psyché humaine. Ces rois étaient-ils simplement mal équipés pour le stress et la responsabilité immense de régner? Le pouvoir incontrôlé de la monarchie absolue engendrait-il paranoïa et instabilité? Ou étaient-ils, d'une certaine manière, des canaris dans la mine de charbon, leurs esprits en détérioration reflétant la toxicité et le dysfonctionnement du système dans lequel ils étaient nés? Quoi qu'il en soit, leur lutte eut des conséquences immenses pour leur vie personnelle et celle de ceux qu'ils gouvernaient. À travers la Méditerranée, l'Empire byzantin se trouva également sous la coupe d'un souverain perdu dans l'illusion. Justine II, qui régna de 565 à 578, commença comme un leader prometteur. Il sécurisa la frontière orientale de l'Empire par la diplomatie avec la Perse et entreprit des projets de construction ambitieux. Mais quelques années après le début de son règne, le comportement de Justine prit une tournure bizarre. Il devint convaincu qu'il était physiquement incapable de s'asseoir, alors il se mit à s'allonger sur un trône à roulettes qui pouvait être poussé dans le palais. Il mordait reporter de lui les serviteurs qui lui déplaisaient et tenta même de manger l'un de ses propres membres. Alors que Justine sombrait plus loin dans la folie, l'Empire commença à s'effondrer. Les Perses lancèrent des invasions sur le territoire byzantin, les Avars et les Slaves attaquèrent de l'ouest, et l'Italie plongea dans le chaos alors que les Lombards déferlaient. Justine était impuissant à l'arrêter, perdu dans un monde de son propre imaginaire. Dans un poignant retournement de situation, l'une des rares personnes qui semblait capable d'apaiser Justine pendant ces crises était sa femme, Sophie, un esprit politique astucieux à part entière. Sophie gouverna essentiellement à la place de Justine,
allant jusqu'à frapper des pièces à son effigie. Elle réussit à maintenir l'Empire uni jusqu'à la mort de Justine en 578. Les histoires de rois comme Ivan, Rodolphe et Justine révèlent l'impact profond que l'état mental d'un souverain pouvait avoir sur son royaume. À une époque de monarchie absolue, la frontière entre lutte personnelle et crise politique était mince. Pourtant, même dans leurs moments les plus sombres, il y a des éclairs d'humanité qui rendent ces figures complexes plus que de simples contes de mise en garde. Le chagrin d'Ivan à la mort de son fils, le génie mélancolique de Rodolphe, les brefs moments de lucidité de Justine en présence de Sophie, ces détails ajoutent des nuances et une tragédie à leur vie. Peut-être l'exemple le plus extrême de cela est l'histoire de Charles II, le dernier souverain Habsbourg d'Espagne. Né en 1661, Charles était le produit de générations de consanguinité parmi les Habsbourg espagnols, qui cherchaient à garder leur lignée pure en se mariant au sein de la famille. Les résultats furent dévastateurs. Charles souffrait d'une litanie de handicaps physiques et mentaux, une langue surdimensionnée qui rendait difficile de parler ou de mâcher, des problèmes intestinaux qui causaient une diarrhée chronique, des os fragiles qui le laissaient incapable de marcher sans aide. Sa mâchoire saillait tellement qu'il ne pouvait pas fermer complètement sa bouche. Mais ce que Charles manquait en capacité physique et mentale, il le compensait par la gentillesse et l'affabilité. Il était, selon tous les témoignages, une âme douce qui trouvait du plaisir dans des joies simples, comme jouer avec sa collection de montres de poche. Bien que son règne fût marqué par le déclin et le désordre, il était bien aimé de ses sujets pour son esprit généreux. Lorsqu'il mourut sans enfant en 1700, cela plongea l'Europe dans une crise alors que les puissances rivales se disputaient le trône espagnol dans la guerre de succession d'Espagne. En un sens, ces luttes personnelles étaient devenues les luttes d'un continent, un reflet poignant de l'équilibre politique précaire de l'époque. Ces histoires du monde médiéval peuvent sembler éloignées de nos vies modernes. L'âge de la monarchie absolue est révolu depuis longtemps, remplacé par des institutions démocratiques et des garanties constitutionnelles. La maladie mentale, autrefois vue comme une possession démoniaque ou une punition divine, est maintenant reconnue comme une condition médicale nécessitant traitement et soutien. Pourtant, dans les contes de ces rois tragiques, nous pouvons encore trouver des échos de nos propres luttes et triomphes, la pression de répondre aux attentes externes, l'isolement du leadership, la quête de sens et d'héritage. Ce sont des expériences humaines intemporelles qui transcendent l'époque et la position. En fin de compte, le meilleur hommage que nous puissions rendre à des figures comme Ivan, Rodolphe, Justine et Charles est peut-être de se souvenir d'eux non pas seulement comme des méchants de contes ou des avertissements, mais comme des êtres humains complexes aux prises avec le poids de leur rôle et les limites de leur propre esprit. Leur lutte, bien qu'extrême, reflète la fragilité et la résilience fondamentale de la condition humaine. Alors, en nous endormant, ayons une pensée pour ces rois d'autrefois, leur vie tragique gravée dans les annales de l'histoire. Que leurs histoires nous rappellent l'impact profond que le pouvoir et la santé mentale peuvent avoir, à la fois sur les vies individuelles et sur le cours des nations. Et que nous affrontions nos propres défis avec la même humanité et la même nuance que nous cherchons dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Bonne nuit, et doux rêves. Que les leçons du passé nous guident vers un avenir plus sage et plus gentil, car en fin de compte, les expériences humaines qui nous unissent sont bien plus grandes que les couronnes et les royaumes qui nous divisent. Hélas, le triomphe d'Éric fut de courte durée. Son état mental continua de se détériorer, alimenté par la paranoïa et les délires. Il devint convaincu que sa propre noblesse complotait contre lui, déterminé à voler sa couronne. Dans un accès de folie en 1567, il ordonna les infâmes meurtres de Sture, où plusieurs nobles éminents furent emprisonnés, torturés et brutalement tués sur son ordre, y compris le père de sa première épouse. Cet acte de violence choquant consterna la cour et éroda le soutien d'Éric parmi l'élite suédoise. Il voyait le roi comme un danger imprévisible, son esprit dérangé capable de s'en prendre à l'ami comme à l'ennemi. Les murmures de déposition commencèrent à résonner dans les couloirs du pouvoir. Éric, saisi de peur et de suspicion, s'en prit avec une cruauté croissante, aliénant même ses alliés les plus proches. Alors que le règne d'Éric sombrait davantage dans le chaos, ses ennemis saisirent leur chance. En 1568, son frère, Jean, duc de Finlande, leva une armée contre lui. Abandonné par sa cour et incapable de rallier des soutiens, Éric fut forcé d'abdiquer le trône. Dans une cérémonie sombre, il remit la couronne à Jean, son emprise sur le pouvoir brisé par les ombres de son propre esprit. Emprisonné par son frère, les dernières années d'Éric furent un épilogue triste à un règne tragique. Il fut transféré entre divers châteaux, ne restant jamais longtemps au même endroit. Sa bien-aimée épouse, Karine, fut la seule constante dans son monde diminuant, la seule source de réconfort dans sa sombre captivité. Même emprisonné, l'état mental d'Éric continuait de vaciller.
Il y avait des périodes de clarté, des éclairs de l'esprit vif qui avaient autrefois rêvé d'un avenir glorieux pour la Suède. Mais plus souvent, ses pensées étaient obscurcies par des délires paranoïaques, son discours décousu et incohérent. Au fil des années, la santé physique d'Eric déclina parallèlement à sa santé mentale. Les cellules humides et faiblement éclairées de son emprisonnement permirent à la maladie de s'enraciner dans son corps affaibli. Ses yeux autrefois vibrants devinrent ternes, fixant pendant des heures les ombres dansantes sur le mur. Son monde s'était réduit à une seule flamme vacillante, le feu dans son esprit réduit à des braises mourantes. En 1577, après presque une décennie en captivité, Éric XIV, le monarque fou de Suède, rendit son dernier souffle. Karine, sa fidèle épouse, était à ses côtés jusqu'à la fin, lui tenant la main alors qu'il s'éteignait. Le roi qui avait rêvé de gloire et de pouvoir mourut brisé, ses grandes ambitions écrasées sur les rochers de sa psyché brisée. La tragédie du règne d'Éric XIV résonne à travers les pages de l'histoire, un conte de mise en garde sur la fragilité de l'esprit humain. Son histoire nous rappelle que même les plus puissants peuvent tomber, leur force dévorée par des démons intérieurs. En fin de compte, l'héritage d'Éric fut celui d'un potentiel gâché, une étoile filante éteinte trop tôt par l'obscurité intérieure. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les contes de rois fous et de reines malchanceux, nous tournons notre regard vers l'Est, vers l'immense et brutale étendue de la Russie. Ici, nous trouvons un autre monarque dont le règne fut défini par la cruauté et la paranoïa, un souverain qui prit le nom d'Ivan le Terrible et mérita amplement son sombre surnom. Ivan IV Vassilievitch naquit en 1530 dans la dynastie royale Rurik, une lignée qui gouvernait la Russie depuis des siècles. Sa vie précoce fut marquée par la tragédie et le tumulte. Le père d'Ivan mourut lorsqu'il n'avait que 3 ans, le laissant aux soins de sa mère, Helena Glinskaya. Mais le règne d'Helena comme régente fut brutalement interrompu lorsqu'elle fut empoisonnée en 1538, laissant le jeune Ivan orphelin à l'âge tendre de 8 ans. Privé de ses parents, l'enfance d'Ivan devint un champ de bataille pour le pouvoir. Les boyards, la noblesse d'élite de Russie, se disputaient le contrôle du jeune prince, cherchant à combler le vide laissé par la mort de sa mère. Dans ce nid de serpents d'intrigants ambitieux, l'enfant Ivan fut négligé, ignoré et parfois même maltraité par ceux censés le protéger. Les graines de l'amertume et de la méfiance furent plantées tôt, arrosées par la solitude et la peur. Mais même dans ces moments les plus sombres, il y avait des éclairs de l'intelligence féroce qui définiraient le règne d'Ivan plus tard. Il trouva du réconfort dans la foi orthodoxe, s'immergeant dans la prière et les textes religieux. Il découvrit également un talent pour la politique, observant les machinations des boyards avec un œil vif et calculateur. En grandissant, Ivan commença à affirmer son autorité, s'irritant du contrôle de ceux qui voulaient en faire une marionnette. En 1547, à l'âge de 16 ans, Ivan fut couronné tsar, le souverain suprême de toute la Russie. Son couronnement marqua un tournant, le moment où l'enfant négligé devint un roi en vérité comme en nom. Les premières années du règne d'Ivan furent marquées par une vague de réformes et de conquêtes. Il révisa le code juridique de la Russie, limitant les pouvoirs des boyards et centralisant l'autorité entre les mains du tsar. Il élargit également les frontières de la Russie, menant des guerres victorieuses contre les khanats voisins de Kazan et d'Astrakhan. Ces victoires valurent à Ivan une large reconnaissance et une popularité parmi ses sujets. Le jeune tsar était vu comme un leader décisif et énergique, prêt à prendre des mesures audacieuses pour renforcer la Russie. Mais même alors qu'Ivan se prélassait dans l'éclat du succès, des courants plus sombres agitaient sous la surface. Les traumatismes de l'enfance d'Ivan avaient laissé de profondes cicatrices sur sa psyché. Il était sujet à des crises de paranoïa et de suspicion, voyant des ennemis tapis dans chaque ombre. Son tempérament était légendaire, s'enflammant en rage violente à la moindre provocation. Au fil des années, ses impulsions plus sombres viendraient dominer son règne. Un tournant clé survint en 1560 avec la mort de la bien-aimée première épouse d'Ivan, Anastasia Romanovna. Ivan fut saisi par le chagrin et la paranoïa, devenant convaincu qu'Anastasia avait été empoisonnée par ses ennemis parmi les boyards. Sa suspicion se porta particulièrement sur la famille Romanov et leurs alliés, déclenchant un cycle vicieux de complots, de dénonciations et de purges de plus en plus brutales. À mesure que les années 1560 progressaient, la domination d'Ivan devint de plus en plus erratique et oppressive. Il déchaîna l'infâme Oprichnina, un État dans l'État sous son contrôle direct, peuplé par un ordre militaire fanatique connu sous le nom d'Oprichniki. Vêtus de noir et montant des chevaux noirs, les Oprichniki devinrent un symbole de terreur, exécutant la volonté d'Ivan avec torture, exécution publique et pillage des terres de ses ennemis. La démonstration la plus notoire de leur brutalité fut le sac de Novgorod en 1570. Soupçonnant la ville de trahison,
Ivan ordonna une campagne d'atrocités choquantes contre ses habitants. Des milliers furent torturés et tués, des maisons et des églises incendiées, et des femmes et des enfants violemment agressés. La ville autrefois grande fut réduite à une ruine fumante, et son sort servit d'avertissement sévère à quiconque oserait défier le tsar. Pourtant, même en infligeant de telles misères à son propre peuple, Ivan pouvait aussi être un homme de grande contradiction. Il était un écrivain prolifique, composant des textes religieux, des lettres et même de la poésie à côté de ses édits de terreur. Il s'engageait dans des débats théologiques passionnés avec des ecclésiastiques savants, se positionnant comme un fervent défenseur de la foi orthodoxe. Célèbrement, il entretint une longue correspondance avec la reine Élisabeth I d'Angleterre, dans laquelle les deux échangeaient des plaisanteries, des arguments et même envisageaient la possibilité d'un mariage pour cimenter une alliance. Rien ne vint jamais de ces avances, mais elles révèlent un Ivan qui pouvait être charmant, érudit et diplomate lorsqu'il le choisissait. Tragiquement, c'est dans sa propre famille que les démons intérieurs d'Ivan trouvèrent leur expression la plus dévastatrice. En 1581, au milieu d'une dispute animée, il frappa sa belle-fille. Yet for all his Enceinte, cruelty, provoquant une Vlad fausse was also a couche. shrewd and capable ruler. Lorsque son fils aîné He was a et skilled héritier, warrior who Ivan won several key Ivanovitch, victories against the l'affronta à Ottomans, ce and sujet, worked to le strengthen tsar Walachia's entra dans une rage defenses et battit le and jeune homme, centralize his own le blessant power. mortellement avec son In a sceptre. region beset by foreign invaders Dans and l'après-coup, internal strife, Ivan fut Vlad managed consumé to par keep le Wallachia désespoir, independent and pleurant sur secure, le cadavre albeit de at a son terrible fils et cost. implorant le pardon. Vlad's bloody Mais les reign dommages à sa finally came lignée to et an à end son in héritage étaient faits. 1476, when he was killed Ses in battle héritiers against the ultérieurs étaient Ottomans. tous maladifs, His et la head, so the dynastie story s'éteignit peu goes, après was Ivan, cut off and sent to plongeant la Russie dans le Constantinople chaos de as a la période trophy. des troubles. But even in death, Dans ces Vlad's dernières dark années, legend only la grew. santé d'Ivan déclina In the centuries that précipitamment, followed, he would probablement become a aggravé figure par of un folklore empoisonnement and au mercure fantasy. dû à ses expériences The inspiration alchimiques. for Bram Stoker's Dracula Il and devint de countless plus other en plus tales of retiré et horror. dépressif, As we let the passant de grim longues saga heures en of prière Vlad et the en Impaler pénitence fade pour ses into the péchés. shadows of history, On dit qu'il we're left sonnait to souvent une contemplate the cloche nature spéciale of pour evil appeler le peuple and à the la thin messe, line between seulement pour cruelty ensuite les and réprimander necessity. pour leur méchanceté In a lorsqu'ils time se and place where rassemblaient. violence was often the only Ivan le currency of Terrible mourut power, en mars Vlad used it with a 1584, singular s'effondrant brutality soudainement alors that qu'il still jouait has une the partie power to d'échecs. shock and horrify us today. La cause Yet officielle his fut story listée also comme un reminds accident us of the vasculaire complex cérébral, mais web des of rumeurs circumstances persistèrent that d'un can shape a empoisonnement, tyrant, soit the harsh administré par realities ses of a ennemis, dangerous soit world, pris lui-même pour the échapper à traumas sa of a violent misère. upbringing, the Quelle que heavy soit la burdens of vérité, rulership. sa mort marqua With la those fin d'une ère sobering dans l'histoire thoughts, russe. we let the ghosts of the En past regardant recede en into the arrière, mists of time Ivan IV and reste allow l'une des ourselves to figures les drift plus into a complexes et hopefully more controversées à peaceful avoir jamais slumber. gouverné la Good Russie. night, and may your Sa dreams be gentler than the centralisation du bloody pouvoir nightmares of étatique et history. ses guerres As we've expansionnistes seen, jetèrent Ivan les the bases de Terrible's reign was l'essor a de la Russie tumultuous and impériale en tragic tant que chapter in grande Russian puissance history. européenne dans les His early siècles promise suivants. as a strong reforming En ruler même gave temps, way to paranoia, ses excès cruels et cruelty, la and terreur de tyranny in his l'Oprichnie later years. traumatisèrent la société russe The et loss of pourraient his avoir beloved planté wife, les graines de Anastasia l'autocratie Romanovna, qui porta seemed plus to tard de unbalance si amers Ivan, fruits. and he grew increasingly Dans le unstable folklore and russe, violent. il a été The dépeint story à la goes fois that in comme un grand héros et un 1565, monstre vilain, Ivan reflétant formed the la profonde Oprichniki, ambivalence dans la his mémoire own loyal nationale. band of secret police. Était-il un leader Dressed in fort qui black fit and ce qu'il riding fallait black pour horses, protéger la Russie, they carried out ou un fou Ivan's sadique will, qui plongea son pays dans terrorizing la boyars and souffrance? peasants alike, Les opinions confiscating restent land and divisées à wealth ce for the jour. Tsar. Towns Ce that qui semble displeased clair, Ivan, like c'est que la Novgorod, domination were d'Ivan sacked ne peut être mercilessly. séparée de sa The psyché inhabitants profondément tortured and killed endommagée, in brutal l'enfance purges. d'abus et Most tragically of all, d'insécurité, in la perte de sa 1581, bien-aimée Ivan's épouse, violent la temper turned on paranoïa his et own la family. suspicion rongeant tous la The tordit Tsar et attacked déforma his son pregnant esprit, daughter-in-law, le causing her to conduisant à miscarry. commettre des atrocités When même his son alors and qu'il heir, cherchait à Ivan accomplir de Ivanovich, grandes choses. confronted him about it. En fin de Ivan compte, struck him on the head Ivan with le a scepter Terrible in est a fit of peut-être mieux rage. compris comme une The blow figure proved tragique dans fatal. le moule shakespearien, The un young homme de Tsarevich grande died a abattu few par days les mêmes later, défauts qui le rendaient leaving Ivan shattered exceptionnel. with remorse. Sa vie The est un Tsar's conte de physical mise and en mental garde health sur les declined dangers du sharply in pouvoir his later incontrôlé years. mélangé à un He esprit grew instable et increasingly le sick, terrible coup humain suffering from lorsque les démons excruciating intérieurs pain d'un and leader sont uncontrollable déchaînés sur le rages. monde. Some historians Passant à believe he d'autres may have been souverains poisoned, notablement perhaps by excentriques, one of the many jetons un enemies coup he'd d'œil à made. Rodolphe II, empereur du Isolated and Saint-Empire paranoid, romain de Ivan continued to lash 1576 à out, even as his 1612. body weakened. Rodolphe According to était un legend, grand on mécène March des arts 18, et des sciences, 1584, amassant Ivan une was énorme sitting down to collection a de game of chess curiosités et when de he suddenly trésors dans fell son ill. château à The Prague. Tsar slumped over onto the Mais chessboard, Rodolphe était scattering aussi the un homme pieces onto the profondément floor. troublé. Despite the best efforts of Intensément his privé et doctors, reclus, he never il regained se retira de consciousness. plus en plus des affaires Ivan, the quotidiennes de la terrible Tsar of all gouvernance, Russia, préférant was dead passer at the ses age of journées parmi 53. ses collections. Ivan IV left Il behind a souffrait de crises de complicated legacy. dépression sévère et de He had expanded mélancolie et Russia's devint fixé borders, sur l'occultisme, strengthened the position of the l'alchimie et Tsar, l'astrologie. and instituted popular Plus reforms in his curieusement, early years. Rodolphe devint convaincu qu'il But his était later fait de descent verre et into pouvait se cruelty and briser à tout madness moment. cast a long shadow. Il The se mit à trauma of the porter des Opera couches Canina épaisses and de the years of rembourrage terror sous ses vêtements would pour scar protéger Russia for son generations corps to de come.
sévère, délicat. Moving on to some other notably Les eccentric serviteurs rulers, reçurent l'ordre de let's take a look chuchoter at en Rudolph présence de II. l'empereur, de Holy peur que Roman leur voix ne le Emperor from fasse se briser. 1576 to 1612, L'état mental de Rodolphe Rudolph was a continuait great de se patron of the détériorer arts dans and ces dernières sciences, années. massing an enormous Il collection of entrait dans des curiosities rages, and treasures in parlait his tout seul castle et in devenait de Prague. plus en plus But paranoïaque. Rudolph was also a deeply troubled Son man. comportement aliéna sa Intensely famille et sa private and cour, reclusive, permettant he à son increasingly pouvoir de withdrew s'étioler from au the profit day-to-day de ses business parents of plus ruling, capables. preferring to spend his days Lorsqu'il among mourut his en collections. 1612, He il suffered laissa from l'Empire bouts of dans un severe état de depression and crise. melancholy,